Nathan Devers, quand l'ancien monde se heurte au nouveau monde, c'était l'image de cette passation de pouvoir hier entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Tous les opposent, ces deux personnalités politiques. Enfin, sans parler de l'âge seulement. Et encore une fois, Michel Barnier n'a pas hésité à le faire remarquer à plusieurs reprises dans son discours. Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que son déficit de notoriété deviendra peut-être une qualité. Quand on regarde, d'ailleurs je pense que la mission principale que le Premier ministre va avoir aujourd'hui, ça va être de remettre de la qualité dans le débat démocratique qui a été vraiment abîmé au cours des derniers mois, et peut-être des dernières années, et peut-être d'ailleurs qu'on définira plus tard le macronisme comme une sorte de populisme des élites. Parce qu'il me semble en tout cas qu'on est dans une situation où de tous les bords politiques, on est rongé par un populisme qui est en train ou une démagogie, appelons ça comme on veut, ou en tout cas une sorte de médiocrité, qui est en train de prendre du niveau. Quand on regarde les gens qui ont eu un gain de notoriété soudain au cours des dernières années, prenons le cas de Gabriel Attal. Gabriel Attal, je ne remets pas du tout en cause ses qualités politiques, ses compétences personnelles, la sincérité de son trajet. Mais pourquoi a-t-il été célèbre ? Parce qu'il était jeune. Et on a vu que c'était l'argument, comme ça, du jour au lendemain. Les gens disaient, oh là là, c'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République, c'est formidable, il a l'air dynamique, il a des super costumes, il fait des sourires. Mais ce n'est pas une qualité. Bien sûr. Quand on regarde quelqu'un comme Lucie Castet, le quart d'heure de notoriété warolien qu'elle a eu au cours de cet été. C'est lunaire. C'est pas pour ses costumes, en revanche. Non, c'est pas pour ses costumes, mais c'était lunaire. Quand on regarde quelqu'un comme Jordan Bardella, et qu'on voit qu'une des grandes raisons de sa popularité, notamment chez les jeunes, ce sont les vidéos qu'il fait sur TikTok et qui durent 45 secondes, où on le voit en train de manger des bonbons. Je veux dire, dans tous les cas, la notoriété politique aujourd'hui, je parle même pas de ceux qui deviennent célèbres en disant des immondices. On a vu ça depuis une dizaine de mois, notamment dans une partie de la gauche, mais pas que. Bon, bref, la notoriété politique aujourd'hui, c'est vraiment pas une qualité. C'est un peu la différence entre les gens qui font du sport pour le physique ou pour le cardio. Il me semble que là, il y a chez Michel Barnier, et il n'est pas le seul, il y a, vous en avez parlé mieux que moi je ne le connais pas personnellement, mais manifestement, un vrai sens de l'État et une vraie trajectoire de serviteur de l'État. Michel Barnier, Michel Barnier, c'est quelqu'un d'autre. Il y a aussi une différence en fait qui vient de la notion de gestion. Olivier Vial. On voit dans les nouvelles générations, celle que vous avez citée, qu'on est beaucoup dans l'immédiat. Et en fait, la politique est devenue la politique de l'immédiateté. Et effectivement, malheureusement, les politiques et les médias sont là-dessus. Et Michel Barnier, il va devoir composer aussi avec ça. Bien sûr, il va devoir composer avec ça. Vous avez raison de le dire. Lui, il n'est pas du tout dans l'immédiateté. Mais il a des différends clairs et affichés avec ce monde-là. Ouais, avec Gabriel Attal, on l'a vu. Avec Emmanuel Macron, tant dans la forme d'ailleurs que dans le fond. Il va d'une certaine façon devoir mettre de côté aussi tous ces différends. Il va devoir composer aussi d'une certaine façon avec Emmanuel Macron. Écoutez justement ce qu'il disait au sujet du président de la République en 2021, Michel Barnier. Écoutez. Après 10 ans du couple Hollande-Macron, qui a causé tant de tort à la France, nous en avons assez. Et le temps est venu de réparer notre pays. Je dis réparer parce que les dégâts sont considérables. Vous ne voulez plus, nous ne voulons plus à l'Élysée de celui qui a reculé dès le début de son mandat face aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, de celui qui a laissé prospérer le désordre, de celui qui considère qu'il n'existe pas vraiment de culture française, du premier président qui n'a pas été en mesure de conduire à bien la réforme des retraites. Sabrina Medjeber, Emmanuel Macron a quand même nommé un Premier ministre qui n'est vraiment pas tendre envers lui. Oui, il l'a nommé, je pense, non pas en raison certainement d'un retournement de veste, mais certainement et surtout, je pense, en raison de ses compétences que nous avons indiquées précédemment et surtout son sens de l'intérêt général qui a d'ailleurs été très marqué lors de ce discours et de cette passation de pouvoir où effectivement on a vu un Gabriel Attal très, très représentatif de cette société adolescente, narcissisante, intolérante à la frustration, imbibée de son moi grandiose et un Michel Barnier très, très calme, peut-être même austère et ça n'est pas dérangeant et plutôt évidemment porté sur l'intérêt général. Donc Emmanuel Macron c'est le président de la République. Je ne pense pas qu'il choisisse un Premier ministre en raison de ses affects. Je pense qu'il l'a choisi en raison certainement
d'une part de la configuration institutionnelle et également de la capacité, encore une fois, à être un équilibriste et à porter un projet politique qui va dans le sens de l'intérêt général au regard des enjeux sociétaux, politiques et économiques. Mais vous savez les différends qu'il existe aussi en politique. On peut imaginer, Louis Dragnel, que ça lui a coûté d'une certaine façon au président de la République de faire ce choix. Ah bah ça lui a coûté, puisque déjà Michel Barnier n'est pas le premier choix d'Emmanuel Macron. Il est arrivé à l'issue d'une litanie de je ne sais pas combien de noms, et des noms d'ailleurs qui montrent que Emmanuel Macron n'avait pas véritablement de choix politique en tête. Quand vous passez de Thierry Baudet à Laurent Berger, en passant par Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, et vous terminez par nommer Michel Barnier, ça montre qu'en fait le raisonnement du président n'était pas politique, il était mathématique. Et c'est la première fois qu'on est confronté à une telle décision, un tel choix. Je critique pas le choix de Michel Barnier, mais la seule question qui obsédait le président, c'est qui est-ce que je peux nommer qui ne sera pas renversé. Et d'ailleurs, est-ce que sur le plan humain, ils s'entendent tous les deux ? Bon, ils se respectent, ils se sont connus notamment à l'occasion, au moment où Michel Barnier était commissaire européen, notamment en charge du Brexit. Il avait son interlocuteur à l'Élysée était Alexis Kohler, et leurs relations sont bonnes. Et d'ailleurs, c'est Alexis Kohler qui lui est plutôt issu de la gauche, qui a plaidé la possibilité que ce soit Michel Barnier à la tête de Matignon auprès d'Emmanuel Macron. Donc voilà, maintenant oui, ils se connaissent. Il y a les mots que vous avez entendus effectivement, mais vous savez, si vous faites la liste de tout ce qu'ont pu dire même les actuels ministres démissionnaires d'Emmanuel Macron sur Emmanuel Macron, je pense que Emmanuel Macron n'aurait quasiment pas de gouvernement, à part des chouchous, des fans. Mais vous savez, après, ça c'est l'histoire de la longue vie politique française. Alors je comprends que ça saisisse, on a l'impression que tout ça est hypocrite et surjoué, mais après la politique, c'est aussi il y a un peu de pâte à modeler. Et donc c'est le jeu de la politique. C'est aussi des jeux d'alliance, voilà. Et je voulais simplement terminer par une chose. Moi, ce que j'ai trouvé fort à la passation des pouvoirs hier, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que c'est la fin du macronisme. En fait, c'est l'illustration de la fin du fameux dépassement. C'est-à-dire que c'est la nomination. Ah, vous pensez la nomination de Michel Barnier. La fin du en même temps. Mais il revient dans son lit. Mais en fait, c'est l'anti. Je dis pas que Michel Barnier n'incarne pas le dépassement et l'avenir, mais par rapport au concept politique qu'Emmanuel Macron avait porté, c'est le contraire de ça. C'est intéressant ce que nous dit Louis Dragnel. Je vous poserai la question d'ailleurs dans un instant, mais juste avant, il est 18h31 sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Bonsoir cher Mickaël et bonsoir à tous. En Nouvelle-Calédonie, le couvre-feu entre 22h et 5h du matin a été prolongé jusqu'à la mi-septembre. Le haut-commissaire de la République a également annoncé le prolongement des restrictions de vente d'alcool ainsi que des rassemblements. Ces mesures sont maintenues afin de prévenir les graves troubles à l'ordre public qui seraient susceptibles de se reproduire dans les toutes prochaines semaines. Un nouveau refus d'obtempérer dans les Alpes-Maritimes. 2 policiers ont été légèrement blessés hier à Cannes par un conducteur âgé de 15 ans seulement. L'adolescent a été interpellé près du lieu où le gendarme Éric Comines a été fauché par un chauffard récidiviste. C'était le 26 août dernier dans la ville de Mougins. Enfin, le groupe Casino supprimera plus de 3000 postes dans le cadre du plan social qui avait été annoncé au mois d'avril dernier. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs syndicats à l'agence France-Presse aujourd'hui après une réunion du comité social et économique qui s'est tenue à Saint-Étienne. Mais la direction n'a pas voulu confirmer ces chiffres et a précisé que tous les postes supprimés ne se traduiraient pas par des licenciements. Merci beaucoup Simon Guillain. Il est 18h32 sur CNews et sur Europe 1. Et cette question avancée juste avant le rappel de titre par Louis Dragnel, la nomination de Michel Barnier marque-t-elle la fin de la Macronie, selon vous, Nathan Devers ? En tout cas, ça annule l'élection de 2017. Sur 2 aspects. Le premier, c'est que, moi je me souviens, le soir du 2e tour de l'élection présidentielle, sur le plateau de télévision, c'était sur une autre chaîne, je crois que je regardais, il y avait un politique de la majorité qui commentait le résultat à 20h05 et il a dit on va pouvoir commencer maintenant notre grand projet de changement des visages. Et j'avais trouvé cette formule tellement drôle parce que si vous voulez, à quel moment c'est un projet politique de dire ah vous aimez pas vos politiques, on va vous remplacer leur visage. Il y avait aucune promesse enfin c'était peut-être un lapsus évidemment, mais ça en disait long. Deuxièmement, Emmanuel Macron en 2017, les sondages le donnaient très élevé voire gagnant avant même qu'il ait sorti son programme. Et à un moment où on avait compris à peu près quel était son positionnement politique global, qu'il était libéral, etc. Mais on n'avait aucune vision précise de ce qu'il voulait faire. Et son programme, sur certains sujets, était très ambigu. Tout à l'heure, on parlait de Notre-Dame-de-Lande. Son programme, il y avait une page où il disait qu'ils allaient le faire, une page, il disait qu'ils n'allaient pas le faire, une page, il disait qu'ils allaient mettre un médiateur. Donc, si vous voulez, c'était très flou. L'impression que ça donne pour les Français, on a un peu l'impression que l'ancien monde là est en train de se réveiller et de dire bon, allez,
de siffler c'est la fin de la récré. Ou alors c'est la fin de la récré. En fait, était-ce le nouveau monde? Non, mais la réelle question, est-ce que c'était réellement le nouveau monde, ou est-ce que c'était une excroissance de l'histoire? Alors, c'était même une aventure individuelle, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, depuis 2017, n'a pas réussi à créer un vrai parti. Il n'a pas réussi à créer une vraie idéologie. Il n'y a pas de macronisme. En réalité, en même temps, ils n'ont pas été très nombreux à y croire. Et on a vu effectivement la fin, c'est la dissolution, parce que dès la fin de la dissolution, on a vu effectivement Gérald Darmanin redire qu'il y avait un clivage de droite au sein du parti et qu'il fallait que les gens de droite du parti soient à droite. Et je pense que le retour à un clivage droite-gauche plus classique, qui est le seul clivage politique qui permet des alternances qui ne soient pas des alternances où on est une dramatisation qui fait que on est dans un discours moral et plus politique. Alors ça, effectivement, je pense que tout le monde y aspire et ça ramènera un petit peu de sérénité dans les débats politiques. Alors évidemment, cette situation, elle déplaît fortement aux membres du nouveau Front populaire qui dénoncent un hold-up de la droite. Je vous propose d'écouter Alexis Corbière, interrogé sur LCI. Je ne vais pas lui faire des reproches, il est cohérent, c'est un homme de droite. Un homme de droite, ça mène des politiques de droite. Et je ne suis pas d'accord, donc je ne vois pas pour quelle raison je ne censurerai pas ce contre quoi je suis. Et même au-delà de ça, c'est quand même un peu piquant, presque baroque. Il y a une élection législative qui a eu lieu. Il y a un bloc cohérent qui s'est présenté devant les électeurs, qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front populaire. Je considérais que la cohérence, c'est que, comme c'est les usages, ce soit le choix donc de la première ministre choisie par le Front populaire qui soit celui retenu par Macron, à savoir Lucie Castet, mais il fait un choix d'aller choisir quelqu'un qui est lié au groupe qui fait 6% et qui est quasiment un des plus petits groupes. Avouez que là, ça devient caricatural d'aller chercher ce qu'il y a de plus rejeté, si je puis dire, par les électeurs, ou le moins soutenu. C'est tout le plus petit des... Mais oui, sauf qu'Emmanuel Macron, il a proposé un Premier ministre de gauche et ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu, ils ont été beaucoup trop maximistes. Louis Dragnel. Ils étaient tous sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon, qui ne voulait surtout pas gouverner, parce que lui, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a qu'une seule chose qui compte, de prochaine élection présidentielle en 2027. Ensuite, je trouve qu'il y a un paradoxe institutionnel dans ce qui est dit. Mais Emmanuel Macron, il a proposé Bernard Cazeneuve. Oui, mais toute la gauche n'en voulait pas. Toute la gauche lui a tiré à boulet rouge. Enfin, quand vous avez des amis comme ça, vraiment, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Mais il y a un immense paradoxe dans ce qui est rêvé, dans ce qui est dit par toutes ces figures de gauche, c'est que ce sont les premiers à vouloir un régime parlementaire. Sauf que quand vous êtes dans un régime parlementaire, si on se souvient de la 4ème République, c'est pas forcément le plus fort qui gagnait. C'était le plus petit dénominateur commun. Celui qui est capable, c'est ce que disait Olivier Vial, le point d'équilibre, c'est celui qui était capable de réussir à faire travailler plusieurs formations ensemble. C'était celui-là qui arrivait à Matignon. Et donc, les premiers à défendre le retour à ce régime-là sont les premiers à le déplorer. En fait, ce sont les plus ardents défenseurs de la 5ème République, ce qui les rend totalement dingues. Sabrina Medjeber. Oui, je suis d'accord. Il faut rappeler que le nouveau Front populaire déjà a mis du temps à trouver une tête qui allait émerger finalement et incarner la course à la nomination du Premier ministre. Et je rappelle également que le NFP avait appelé à censurer le gouvernement si Lucie Castet n'était pas désignée comme Première ministre. Pire encore, ils appelaient à l'insurrection et aujourd'hui, ils appellent carrément à la destitution du président. Donc, ils n'étaient pas du tout dans une logique qu'attend cette configuration institutionnelle, c'est-à-dire la logique du compromis, ou en tout cas l'apprentissage du compromis, même si Olivier Faure a quand même ouvert une brèche lors de la rencontre de Madame Castet avec toute l'équipe du Nouveau Front populaire à l'Élysée. Donc, il était plutôt probablement, orienté vers la possibilité d'établir des compromis. Sauf que le Nouveau Front populaire, qui est plutôt soumis, ou en tout cas qui est plutôt le substrat de la France insoumise, étant donné que d'un point de vue arithmétique, les insoumis sont plus nombreux, et également l'incarnation idéologique qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils ont plutôt une tendance à se mobiliser pour la cause au nom de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il incarne le leadership de ce Nouveau Front populaire et en totale antinomie de dialogue avec la possibilité justement d'établir un compromis, puisque d'emblée, ils avaient appelé à censurer le gouvernement si Madame Castet n'était pas nommée. Nathan Dever, un dernier mot. Je pense que le Nouveau Front populaire a fait plusieurs grandes erreurs. La première erreur, c'était de construire une alliance sans tenir compte du fait que parmi les gens qui s'alliaient, certains avaient eu des comportements absolument inadmissibles depuis un an, anti-républicains, reprenant des propos antisémites, etc., etc. Et que donc, à partir de là, ça a créé une situation où on a vu que des macronistes ont dit, évidemment le Rassemblement national, mais même des macronistes et des macronistes nombreux, s'il y a un seul ministre insoumis
au gouvernement, eh bien ce sera la motion de censure immédiate et donc la tombée de ce gouvernement. Ça, c'était le fruit de leur alliance hâtive. La deuxième erreur qu'ils ont faite, c'est de se donner une sorte de porte-parole, qui a été Jean-Luc Mélenchon à 20h05 le soir des élections, en donnant l'interprétation officielle du résultat, qui était de dire le programme, rien que le programme, tout le programme. Il y avait une autre interprétation qui aurait été de dire, écoutez, regardez, nous avons fait, nous la gauche, une victoire surprise, éclatante, que personne ne voyait venir, bien maintenant nous sommes dans le dialogue, et nous ne nous fermons pas. Le seul point sur lequel ils ont raison, c'est que, à supposer que le Rassemblement national, c'est pas encore certain, mais devienne une sorte de centre de gravité qui tient l'épée de Damoclès sur Michel Barnier et sur le gouvernement, ce serait paradoxal. Parce que parmi les leçons qu'on peut tirer des élections législatives, il y en a une, c'est que les Français ont dit « nous voulons faire barrage au RN ». Ça, c'est incontestablement une leçon qui n'était pas prévue, d'ailleurs que les sondages n'avaient pas vu venir à ce point. Et donc, si vous voulez, quand les Français donnent... Parce que sinon, on ne peut pas tirer une seule leçon, tellement la France était divisée en 3 blocs, en tout cas l'Assemblée, au terme de ces législatives. Mais si la seule leçon absolument claire de ces élections n'est pas respectée par le choix de ce Premier ministre, je ne parle pas de lui, mais en tout cas dans une configuration où il dépendrait de Marine Le Pen, et donc où il devrait faire des concessions vis-à-vis d'elle, là, à mon avis, c'est problématique. Et ça serait de leur responsabilité, parce qu'en fait, ils seraient dépendants de Marine Le Pen que si eux décident de ne pas le soutenir. Allez, la pause. La possibilité de le soutenir s'ils pensent que Marine Le Pen est trop important.